Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de la littérature pour les mois de août, septembre et octobre. Comme d'habitude, un grand nombre de revues sont scannées pour essayer de voir quels sont les articles les plus intéressants et les interpréter. Un premier article majeur sur l'hygiène des mains, qui est une revue de la littérature publiée dans BMJ Open, qui a essayé d'évaluer quelles étaient les interventions les plus efficaces pour améliorer donc, cette hygiène des mains, et notamment l'utilisation des 5 moments de l'OMS. C'est une revue de la littérature très complète, méthodologiquement très réfléchie, qui démontre que les 5 moments de l'OMS permettent d'améliorer l'efficacité des interventions, mais également l'utilisation d'autres facteurs comme avoir des objectifs précis, établir des récompenses lorsque les objectifs sont atteints ou encore de responsabiliser les personnes permet d'améliorer cette observance d'hygiène des mains. C'est une revue de littérature très complète, très longue à lire, avec également des notions de coût qui sont ajoutées, donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Vous pouvez également lire l'éditorial qui a été écrit par Matthew Muller, qui reprend l'ensemble de ces résultats. Un article intéressant maintenant publié par le Séclin Paris Nord dans Eurosurveillance qui a essayé de déterminer les notions de prévalence d'infections associées aux soins et d'antibiothérapie dans les EHPAD, les établissements médico-sociaux en 2012. Rien de très surprenant pour ce qui est de la répartition des infections avec plus des infections urinaires en majorité suivies d'infections cutanées. La prévalence de manière générale est de l'ordre de 7% de patients infectés un jour donné dans ces établissements de santé, avec la moitié de ces infections qui sont des infections importés d'établissements sanitaires et 15% des patients qui sont sous antibiotiques. Le germe prédominant, c'est le Staphylococcus aureus avec 25% environ de résistance à la méticilline. L'antibiotique le plus utilisé, ce sont les quinolones, suivis des céphalosporines. Rien de très surprenant, mais des notions qui sont intéressantes à avoir dans un article scientifique publié dans une revue telle que Eurosurveillance. Passons maintenant à un ensemble d'articles portant sur les bactéries multirésistantes ou hautement résistantes. Un article encore du Séclin Paris Nord publié dans Eurosurveillance qui vise à établir l'évolution chronologique et géographique des BLSE en France de 2009 à 2013, article qui peut être utilisé et cité lors de publications scientifiques ou lors de présentations orales, et qui établit que l'augmentation de l'incidence a été de l'ordre de 73% de 2009 à 2013, passant de 0,3 à 0,6 patients pour 1000 journées d'hospitalisation. Et les mesures de prévention sont forcément cruciales pour limiter la dissémination de ces bactéries. Le problème étant que la communauté joue un rôle particulier et que la consommation d'antibiotiques, notamment par la médecine générale, est probablement un critère essentiel à prendre en compte. Un article très technique maintenant publié dans eLife, je ne vais pas passer beaucoup de temps puisqu'il est très complexe à lire. Il s'agit de modélisation mathématique pour essayer de voir s'il fallait avoir une stratégie agressive d'antibiothérapie en fonction de la présence de bactéries résistantes ou sensibles. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Je pense que seuls les experts pourront comprendre les résultats de cet article et il faut passer, à mon avis, quelques heures pour essayer de bien percevoir l'ampleur des résultats de ces auteurs. Un article dans Emerging Infectious Disease qui montre une problématique américaine de distinction entre les entérobactéries résistantes au carbapénémase et les entérobactéries productrices de carbapénémase. Jusqu'à présent, la définition des CDC, c'était de dire que la résistance à une des 4 carbapénèmes permettait de définir la souche comme résistante au carbapénème. Le problème étant que ça ne permet pas de voir s'il y a une production de carbapénémase et de l'enzyme. Et donc, il justifie dans cet article, il précise l'utilisation éventuelle du Hodge test modifié pour essayer d'améliorer la sensibilité de la technique avec trop de faux positifs pour la définition précédente, ou encore de la PCR ou de la biologie moléculaire, ce qui n'est pas possible pour tous les laboratoires. Donc c'est une problématique actuelle aux États-Unis et bien évidemment pour essayer d'ajuster les mesures de prévention de la dissémination de ce genre de souches. Toujours dans le même domaine, un article du JAMA sur l'épidémiologie des EPC dans la communauté 2012-2013 dans 7 régions aux États-Unis et qui montre que la prévalence des infections à EPC est de l'ordre de 7 pour 100 000 personnes dans la population générale, avec principalement des infections urinaires. C'est un constat qui est assez dramatique, puisque la prévalence peut monter jusqu'à 6 pour 100 000 personnes dans la population, et ce qui a amené les États-Unis à essayer d'envisager politiquement les choses. Et bien évidemment, les choses sont réfléchies de manière importante depuis quelques années, mais là, vraiment, l'éditorial que vous allez pouvoir
pouvoir lire dans le JAMA permet d'essayer de voir les perspectives politiques et stratégiques pour essayer de diminuer et de restreindre l'expansion de ce problème dans la communauté aux États-Unis. Donc voilà l'éditorial dont je viens de vous parler et je vous laisserai donc le soin de le lire. Un autre article publié dans JCM qui est également un peu du même domaine, qui n'est pas pour nous rassurer, avec un constat effrayant du nombre de bactériémies à KPC résistantes à la colistine en Italie. Donc un article qui montre cette épidémie et comment les traitements ont été abordés dans le cadre de cette épidémie. L'éditorial de cet article nous permet de comprendre un petit peu mieux la situation. Le premier, c'est que la résistance à la collicine peut apparaître très rapidement une fois que la souche de KPC est introduite dans un environnement de santé. La seconde, c'est qu'un patient peut s'infecter directement par la KPC résistante à la collicine sans pour autant être passé par une phase de colonisation. Le troisième, c'est que des tests de sensibilité doivent être réalisés pour la colistine une fois que le traitement est mis en place. Et le quatrième, c'est que ces patients avec des souches de KPC résistantes à la colistine doivent être isolés. Ça, tout le monde est capable de le comprendre. Passons maintenant à une série d'articles sur les infections du site opératoire. Le premier article publié dans JAMA qui essaie de comparer des patients qui étaient opérés pour une fracture de la hanche par rapport à une pose de prothèse programmée de la hanche, essayer de comparer quels étaient les outcomes vis-à-vis de ces interventions. Et cette étude prouve ce qu'il apparaît dans la réalité, c'est-à-dire que les complications post-opératoires pour ces patients qui ont une fracture du col sont supérieures à celles aux patients qui sont opérés de manière programmée, de manière générale en termes de mortalité, mais également pour les infections, avec plus d'infections pour les patients qui ont une fracture par rapport à ceux qui n'en ont pas. Une autre étude, également d'une équipe française, publiée dans PLOS ONE, en chirurgie cardiaque, qui essayait de voir quel était le meilleur traitement pour la médiastinite, l'infection post-opératoire en chirurgie cardiaque. Et ce qu'il est démontré, c'est qu'il y a un avantage au débridement rapide des patients qui ont une infection et également la mise en place de drains aspiratifs. La durée de ces drainages n'étant pas décrite de manière précise dans cet article, il reste des études à effectuer dans ce domaine et les échecs sont principalement dus à un Euroscore, un sexe féminin et un séjour en réanimation dans les études statistiques menées. Un autre article du JAMA qui essayait de voir quelle était la méthode la plus efficace pour avoir la meilleure concentration de chlorhexidine en douche préopératoire. Et ce qu'il est démontré dans cet article, c'est qu'il faut que ça soit 2 douches successives avec 118 ml de chlorhexidine 4% minimum et avec également un temps de séchage d'1 minute après la réalisation de la douche pour que la concentration de chlorhexidine soit le maximum sur la peau. Je vous laisse vous faire votre idée sur les outcomes puisqu'il n'y a pas dans cette étude les d'infection ou de contamination microbienne de la peau qui est évaluée comme outcome. Une autre étude du JAMA pour évaluer l'influence de la décolonisation des patients en préopératoire pour prévenir la survenue d'infections en orthopédie programmée pour la pose de prothèses stériles. Et donc sur 700 patients qui ont été inclus dans cette étude, 350 ont eu l'intervention qui consistait en une douche préopératoire la veille et le matin de l'intervention par de la chlorhexidine 2%, également l'application de pommade nasale le matin de l'intervention. Et il était retrouvé que le nombre d'infections, 17 au total, était inférieur dans le bras intervention par rapport au bras non-intervention, avec un odds ratio ajusté de 0,3 comme vous pouvez le voir sur ces diapositives. Donc un intérêt dans ce papier de la décolonisation avec des effectifs très faibles bien entendu puisque nous sommes en chirurgie propre et programmée, donc un papier à discuter avec d'autres études bien entendu. Un éditorial bien intéressant également qui remet en question les notions de coût-efficacité, d'application des mesures et qui dit que finalement l'application de la douche préopératoire est assez simple à mettre en place, est peu coûteuse, donc pourquoi ne pas s'en passer. Donc effectivement on peut toujours réfléchir à ce genre de choses. Maintenant quelques articles que j'ai choisi de mettre dans la revue de la littérature sur des sujets divers et variés. Le premier étant un article du CID qui reprend l'ensemble des recommandations pour la prévention des infections fongiques dans le cadre de travaux.
un article de JAMA Internal Medicine qui a essayé de voir la consommation d'antibiotiques dans les structures médico-sociales aux États-Unis et qui montre que plus la consommation des antibiotiques est importante, plus les effets indésirables de manière générale dans ces structures-là sont importants, ce qui est probablement un marqueur du mauvais reflet des bonnes pratiques dans les établissements. Un article de CID sur un thème un peu différent, donc les norovirus, qui a essayé de voir si on pouvait retrouver ces norovirus dans l'air et essayer de répondre à la question que nous nous posons tous face à ces épidémies et la rapidité de la diffusion malgré la mise en place des mesures. Eh bien, les norovirus sont dans l'air, ils sont retrouvés également à distance des patients et ça pourrait être un mode de dissémination non négligeable à prendre en compte lors des épidémies de ces virus. Et pour information, donc cet article de haute surveillance sur une nouvelle souche de norovirus qui a été identifiée en Asie et également en Italie, qui pourrait survenir sur notre pays. Pas de notion de virulence accrue par rapport aux autres norovirus, mais par contre une couverture immunologique probablement insuffisante et donc des épidémies à craindre sur notre territoire. Cet article maintenant de JCM sur la décontamination, la désinfection des endoscopes avec une revue de la littérature, une revue des recommandations assez exhaustive, donc je vous conseille de le garder sous la main, c'est un article intéressant. Et puis deux recommandations sur la transplantation fécale dans le cadre d'infections à Clostridium difficile, donc je vous laisse les regarder. Une revue de la littérature plus clinique sur l'utilisation des biomarqueurs pour la mise en place et l'arrêt des antibiotiques en réanimation. Et enfin, un article épidémiologique sur les systèmes d'information géographique avec la reprise de l'épidémie de John Snow à Londres, donc un article également intéressant d'un point de vue méthodologique. Et deux revues Cochrane, la première sur la douche après intervention chirurgicale et la prévention de l'infection liée à ces douches, pas de durée minimum ou maximum conseillée dans ces douches, pas évident dans la littérature. De la même manière pour la durée de maintien des cathéters, une revue qui est à prendre avec précaution puisqu'il y a l'évidence et les pratiques. Et là, pas de également remise en question les 96 heures ou des 72 heures pour l'Angleterre pour le maintien des cathéters veineux périphériques. Bon, faire très attention à ce genre de choses. Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'une remise en question du seuil de maintien de durée de maintien des cathéters. Et enfin les bonus Twitter, le premier étant l'explication comment les sciences sociales peuvent amener à réduire les problèmes de surconsommation d'antibiotiques. Le second et le troisième étant un clin d'œil au Séclin Sud-Ouest qui font un énorme travail en termes de communication avec des serious games pour les BHRE, le dernier vient de sortir, et également un vlog avec des vidéos très intéressantes, humoristiques, mais qui nous permettent d'avoir une vision assez détaillée des choses qui apparaissent. Donc je vous conseille également d'aller voir, c'est très intéressant et très sympathique. Voilà, je vous remercie. Au mois prochain, je l'espère. À bientôt et bon courage.